Juste un élément de contexte par rapport à ça. D'abord, un élément de contexte important, c'est pourquoi on fait cette présentation et pourquoi le Leadership Circle. Et je voudrais connecter ça à la raison d'être du Leadership Circle, qui est à la fois une société qui a conçu ces outils, mais aussi une communauté. Euh, Notre vision de notre rôle en tant qu'accompagnant, c'est de contribuer à une pratique plus consciente du leadership. On sait que beaucoup des problèmes qu'on rencontre dans le monde aujourd'hui sont liés à des modes de leadership qui sont plutôt inconscients. Il y a beaucoup de résultats non intentionnels qui se produisent sur la planète, juste parce que les gens qui sont en position de leadership manquent un peu de conscience. Et donc notre but, c'est vraiment de travailler pour une pratique plus consciente du leadership, pour prendre soin de la planète et nous éveiller à notre unité. Et on peut comprendre unité en deux sens, à la fois le fait qu'on fait partie de la même planète, mais aussi l'unité au sens de singularité, d'être plus complet, de s'éveiller à qui nous sommes. Et donc, il y a définitivement une dimension d'éveil derrière le travail qu'on fait. C'est pas simplement autour d'objectifs de business qui peuvent avoir leur part à l'intérieur de notre travail, mais qui ne sont qu'une partie de la chose. On a une raison d'être plus large, et c'est ce qui nous anime, et c'est ce qui, personnellement, me fait plaisir quand j'anime ce genre de présentation du modèle, parce que je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années. J'ai traduit le livre qui le présentait en français parce que je le trouvais super intéressant. Et donc, donner des éléments permettant de bien le comprendre, vraiment est quelque chose qui m'anime. Un petit élément de contexte que j'aimerais fournir. Ce modèle, ces quatre cadrans qui viennent de l'approche intégrale, disent en gros que la réalité, que ce soit et la réalité dans les entreprises ou notre réalité à chacun d'entre nous, se déploie à l'intérieur de nous. On a des émotions, des pensées, des modèles mentaux, et à l'extérieur, on a des comportements. Et puis, elles se déploient au niveau individuel, euh, en- dans chacun d'entre nous, mais aussi au niveau collectif. Et dans une entreprise, c'est clair, au niveau collectif, à l'extérieur, il y a des process, des organisations, des méthodes qui font le lien, mais il y a aussi un intérieur du collectif qui est la culture, qui est les histoires qu'on partage, les croyances qu'on a ensemble. Et le modèle du Leadership Circle travaille d'abord sur l'intérieur de l'individu. Parce qu'on considère que si on veut transformer une entreprise, et beaucoup du travail avec des dirigeants est associé à des moments de transformation, il faut d'abord travailler l'intérieur. Donc voilà, l'intérieur de l'individu, c'est le cœur, mais il y a des outils au sein du Leadership Circle qui permettent de travailler l'intérieur du collectif, mais plutôt la partie intérieure du... Il y a plein de consultants qui travaillent sur l'extérieur. Nous, notre univers est plutôt l'intérieur, qu'il soit collectif ou individuel. Euh, le contexte du leadership aujourd'hui est assez mouvementé, un peu comme ce rafter sur des eaux vives. C'est-à-dire qu'un leader, quelqu'un qui est en position de leadership dans une société, a affaire à un environnement dont on parle, qu'on qualifie depuis des années de VUCA, c'est-à-dire volatile. Il change très rapidement. Incertain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il peut y avoir des changements rapides qu'on ne peut pas prévoir. Extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de parties mobiles dans les chaînes de valeur dans le monde et au sein d'une organisation. Et puis ambigu parce que la manière de comprendre, de donner du sens à ce qui se produit n'est pas si simple. Il n'y a pas un seul narratif possible. Et donc, c'est vraiment l'environnement auquel un dirigeant est confronté. Et quand on est dans des eaux vives comme celle-ci, des méthodes très traditionnelles qui ont fonctionné dans le passé, comme vouloir prévoir à 3 mois, à 10 ans, doivent laisser la place aussi à d'autres manières d'être face à la réalité, qui sont faites de présence, qui sont faites d'ouverture, de flexibilité, d'agilité, de courage. Et tous ces traits sont des traits que nous allons chercher à identifier et développer à travers le modèle du leadership circle. Une citation de Robert Kagan. Robert Kagan est un psy de Harvard qui a fait toute sa carrière autour de la psychologie du développement des adultes. C'est-à-dire, on connaissait bien le développement des enfants avec Piaget, mais voilà, tout son travail à lui était celui-là. Et cette citation dit qu'en gros, quand on fait l'expérience d'un environnement trop complexe, on fait à la fois l'expérience de la complexité du monde, mais aussi
d'une discordance, d'un gap entre notre propre complexité, on pourrait dire la propre sophistication de notre manière de voir le monde et le monde. Et qu'il y a deux manières de faire face à ça. Soit c'est de chercher à simplifier le monde, mais c'est un peu compliqué. Et je pense que même en allant sur une île déserte, aujourd'hui, on serait rattrapé par la montée des eaux ou le changement climatique. Où on peut chercher à développer sa propre complexité. Alors, le mot complexité n'est pas très joli. Disons sa conscience, c'est un peu flou, disons, sa capacité à faire face à la complexité. Et c'est ce que le modèle du Leadership Circle il vise à fournir des outils pour que que cela devienne possible. Et il s'appuie sur une approche développementale. Donc, Kegan, je vous ai dit, un psychologue du développement, on savait depuis très longtemps que les enfants, entre 0 et 20 ans, disons, se développent par des étapes successives, qui sont un schéma en forme d'escalier. Piaget a montré ça, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a de nouvelles compétences qui apparaissent. Par exemple, un enfant va ramper avant de marcher, avant de courir. Il va faire des mots, il va faire des syllabes ou des sons, puis des syllabes, puis des mots, puis des phrases simples, puis des phrases un peu plus compliquées, puis des phrases conceptuelles. Et donc, il y aura des étapes dans sa croissance, dans son développement, aussi bien physiquement, cognitivement que émotionnellement. Et donc, c'est ce que représente cet escalier. Et à chaque étape, à chaque plateau, il aura de nouvelles compétences. Par exemple, un enfant qui a 15 mois, si je lui montre un objet et que je cache l'objet, il pensera que l'objet n'existe plus parce qu'il n'aura pas encore acquis quelque chose qui s'appelle la permanence de l'objet. Si à 2 ans, il saura que l'objet existe toujours, mais qu'il est caché. Et donc, son rapport à la réalité va changer à chaque étape. Et ce qu'on pensait, c'était que, en gros, ce fonctionnement en escalier s'arrêtait vers 20 ans et qu'on pouvait continuer à apprendre, à acquérir des connaissances, mais que le développement cognitif, physique, c'est sûr, à un moment donné, il s'arrête, et émotionnel était en gros terminé. Or, ce que les études des 50 dernières années ont montré, en gros, c'est que c'est la même chose après 20 ans, qu'il y a des étapes à travers lesquelles on peut progresser et qui changeront notre vision du monde et qui changeront la manière dont est capable d'interagir avec le monde et de nouvelles capacités pourront émerger. Je prends un exemple de capacité qui est la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, elle peut apparaître à un certain stade de maturité. Alors, on est tous capables d'entendre les autres qui parlent, mais la capacité que, en tant que coach, vous avez acquise, qui est de taire votre propre jugement pour écouter l'autre et entendre ce qu'il a à dire, ça, c'est vraiment une capacité développementale que tout le monde n'acquiert pas. Il y a des gens qui, pour eux, écouter, c'est attendre que l'autre se taise pour que je puisse parler. Et c'est assez fréquent dans la vraie vie. Donc, une des capacités qui apparaîtra au cours de cette progression, c'est celle-ci. Et Kegan a identifié un certain nombre d'étapes dans le développement des adultes. Il y a d'autres théoriciens qui ont fait des études parallèles et qui montrent sensiblement la même chose. Mais les trois étapes essentielles que Kegan met en avant, c'est l'étape dite socialisée. Juste avant ça, je démarre à l'étape 3 parce que c'est les trois étapes qu'on rencontre le plus souvent chez l'adulte. Juste avant ça, il y a une étape dite égocentrique qui correspondrait plus à l'adolescence. L'étape socialisée, c'est une étape où je m'adapte au monde en ayant intégré toutes les injonctions que l'éducation, ma famille, la culture m'a données. Et donc, je rentre dans la vie, en gros, en m'adaptant au monde, aux règles de la société. Je passe mon permis de conduire, ou je passais, puisque c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et je m'adapte à une société. Et mon identité, elle vient de l'extérieur. On me donne une carte de visite si je rentre dans une société. Et je suis très fier de l'identité qui m'est donnée à travers cette carte de visite. Mais elle vient de l'extérieur. À un moment donné, en grandissant, les adultes peuvent passer à l'étape suivante, qui était l'étape que Jung décrit, un moment que Jung décrit comme le moment de l'individuation, où on se retourne un peu sur le passé d'une part, mais sur le futur aussi, prenant conscience que la vie est limitée, et où on se dit, eh bien, on prend conscience de toutes les injonctions, de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qu'on a reçu, et on se dit, mais qu'est-ce que je veux au bout du compte? Et ça peut être un moment de changement assez important, un moment où il y a des ruptures, un moment où on quitte son job pour faire autre chose,
et pour faire quelque chose qui est plus proche de ce qui est important pour moi. Donc, on va chercher à l'intérieur, et il y a une sorte d'inversion. Au lieu d'être déterminé par l'extérieur, enfin, je le suis toujours partiellement, mais je vais chercher à l'intérieur ce qui est le cœur de ce qui qui est important pour moi. Et puis il y a une troisième étape que Kegan décrit, qui est l'étape, il appelle ça self-transformation, le moment où on est capable à la fois de voir ce dont on a, qui on est vraiment, mais aussi on est capable de réintégrer des parties de soi qu'on a cachées ou qu'on a mis dans l'ombre pendant qu'on grandissait, et on est capable de voir que notre identité, elle est essentiellement narrative. C'est une histoire qu'on se raconte, et cette histoire, on peut agir dessus. On a une capacité de changer l'histoire à l'intérieur de laquelle on évolue, ou l'histoire qu'on se raconte sur le monde, et on a la capacité de se transformer vraiment, et de prendre la responsabilité de cette transformation. Je vous la fais très rapide parce que le point n'est pas de vous faire un cours sur les étapes du développement de Kegan, mais c'est ce sur quoi s'appuie théoriquement en partie le Leadership Circle. Et avec l'idée qui est la suivante, on est passé d'un monde relativement simple, relativement lisible, clair, à un monde qui devient de plus en plus complexe. Et voilà la demande qui se pose pour quelqu'un qui est dans une position de leadership. Mais en face, de l'autre côté, si je prends l'individu ou le dirigeant, il y a un écart entre là où est le centre de gravité des dirigeants actuellement. Nos études montrent que ils sont plutôt là, c'est-à-dire ils ne sont pas dans l'étape hauteur, ils sont souvent dans une étape euh, qu'on verra qu'on appelle réactive, mais qui ne correspond pas aux besoins du contexte. Et donc, tout le travail du Leadership Circle a été de créer des outils et des modèles qui permettent de faire un zoom sur cet écart et de travailler la progression de ma conscience pour être capable de faire face à un monde plus complexe. Et c'est ce cercle que je vais, ça s'appelle le Leadership Circle aussi parce que le modèle est représenté graphiquement par un cercle que je vais détailler un petit peu plus tard. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause parce que vous avez besoin de respirer, j'imagine. J'arrête de partager. Et donc une petite pause pour voir si ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant appelle des commentaires, des questions, des critiques, des interrogations. Je serais ravi de les accueillir. Ou s'il n'y en a pas, juste de vous laisser 15 secondes de silence pour vous reposer. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des choses. Ça peut vous rappeler d'autres modèles que vous avez rencontrés dans vos études de, de coaching. Ça peut renvoyer à des choses comme la dynamique spirale que vous avez peut-être rencontrée, Maslow, enfin différentes choses. Là, c'est très clairement sur la manière dont les adultes grandissent à travers différents stades de maturité. Bon, ça fait du bien le silence, hein, c'est incroyable. Bon, je vais enchaîner malgré tout. Alors, je vais continuer à partager si je retrouve ma présentation. Elle est ici. Euh, Entre autres, à ces étapes, on met Attendez, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense que oui. OK. Il y a deux stades de développement du leadership. Si on regarde comment le leadership se développe, il se développe aussi de manière successive. C'est-à-dire, on a vu les stades de développement de l'adulte, socialisé, auteur, transformateur, mais à ça correspondent des modes de leadership différents. Il peut y avoir un leadership égocentrique qui est le leadership de quelqu'un qui est resté au stade adolescent ou au stade enfant. Je prendrai comme exemple de leadership égocentrique sans vouloir de mal à personne, Monsieur Trump, voilà, tout est centré sur lui-même. Ensuite, il y a un stade de leadership qu'on appelle réactif. Ça correspondrait à l'aspect socialisé, c'est-à-dire je réagis au monde, je réagis aux problèmes et je peux être très efficace là-dedans. Je peux être très intelligent, je peux avoir beaucoup de drive et de volonté, ou je peux être bon relationnellement, mais fondamentalement, je réagis au monde. Et vous voyez que c'est des cercles concentriques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du leader réactif, il y a un leader égocentrique qui peut aussi surgir.
L'étape après, ce serait un leadership créatif. C'est-à-dire, au lieu de réagir au monde, j'essaie de créer quelque chose qui a de la valeur pour moi. Donc, c'est une étape après, mais encore une fois, c'est plus un élargissement qu'une progression verticale. Euh, Il y a il y a un stade après dans notre modèle qui est ce qu'on appelle le leadership intégral et où je suis capable d'intégrer les différentes parties de moi, de voir les moments où je suis réactif, de voir les moments où je suis créatif, de choisir de manière un peu plus libre. Et c'est aussi le moment où je vais chercher des morceaux de moi que je n'acceptais pas, mais que je commence à être capable d'accepter, même si je ne cède pas forcément à leur drive. Et puis dans le modèle, il y aurait un mode de leadership encore plus puissant, qui serait un leadership unitif, mais un leadership unitif, et non pas punitif, un leadership unitif qui serait celui plutôt d'un Nelson Mandela ou de gens de cet acabit ou de mystiques, c'est-à-dire qui sont capables de voir l'unité du monde et d'entraîner les autres depuis cet endroit-là. Et ces niveaux correspondent en gros alors, le cercle de leadership qu'on a conçu, que le Leadership Circle a conçu, est à la frontière entre réactif et créatif. Parce que c'est là où la plupart des gens ont besoin d'un coup de pouce dans leur développement. Et c'est directement associé au stade de développement que j'ai identifié il y a un instant, qui sont les stades socialisés, auteurs ou transformateurs. Et donc, un des éléments clés de ce modèle, c'est différencier les moments où on est en mode réactif et les moments où on est en mode créatif et comment faire pour s'installer plus dans cette zone-là et prendre conscience des moments où on est dans cette zone-là, où on peut être relativement efficace, sauf que ça a des limites. Euh, et donc, le cercle de leadership qu'on va regarder de manière un petit peu plus détaillée, est fait, est constitué d'un certain nombre de dimensions, et on va mesurer les individus sur ces différentes dimensions à travers un outil qui est un 360, donc des questions qui vont être posées à leur entourage, à eux-mêmes, à leur direct report, aux gens qui dépendent d'eux, à leur père, et à travers ça, on va construire des mesures qui apparaîtront dans ce cercle. Ce cercle est structuré sur deux axes. Il y a un axe relation-tâche, parce que un efficace, toutes les études l'ont montré, c'est à la fois c'est le leadership de quelqu'un qui est capable d'accomplir, de prendre des décisions, d'avoir une vision, d'être capable d'être focalisé, donc d'être vraiment du côté tâche, mais aussi d'être du côté relation, d'être capable d'influencer les autres et d'être influencé par les autres, qui est capable de s'exprimer, d'être assertif, mais aussi d'écouter. Et donc cet axe horizontal, qui est presque un axe yin-yang, est un axe essentiel. Les meilleurs leaders sont équilibrés en termes d'efficacité sur cet axe. Et le second axe, c'est cet axe développemental dont je viens de vous parler, qui est l'axe réactif-créatif. Euh, donc, et il y a des caractéristiques différentes dans l'expression de qui je suis, suivant où je me situe à un moment donné. Évidemment, on bouge dans le cours de la journée, mais souvent on a un centre de gravité plutôt en haut ou plutôt en bas. Si je regarde le leadership, l'aspect réactif du leadership, on l'a décomposé en utilisant le travail d'une psychiatre américaine, dont évidemment à l'instant précis le nom m'échappe mais qui va revenir, en trois tendances qui sont développées très tôt dans l'enfance. Euh, Quand un enfant grandit, il a en général trois manières de trouver sa sécurité et de construire son identité. Une manière de le faire, c'est de le faire en cherchant à contrôler le monde, en exerçant sa volonté. Et c'est ce qui lui donne un sentiment de sécurité. Et ça se développe souvent vraiment très tôt et très jeune, et peut-être c'est même intrinsèque à l'enfant au moment où il naît. Une autre manière de se sentir en sécurité, c'est d'essayer d'être conforme à ce que le monde attend de moi. Donc c'est la conformité qui est ici. Et donc là, plus j'aurais envie d'être accepté, j'aurais peur d'être rejeté. Alors que de l'autre côté, j'aurais peur de perdre le contrôle, j'aurais peur que ma volonté ne soit pas prise en compte. C'est deux manières donc très actives de s'engager avec le monde, l'une en allant contre et l'autre en allant vers, les bras ouverts. Et il y a une troisième manière au centre qui est la protection. Donc, l'idée de protection, c'est l'idée de prendre un peu de distance
d'être dans sa tête peut-être un peu plus, et d'essayer de comprendre le monde, mais en s'engageant un peu moins. Donc, ça peut être le mode d'un enfant un peu plus rêveur, réfléchissant, et qui, plutôt que dans l'action ou dans le lien. Et ces trois modes, vraiment, sont présents très tôt et on les retrouve chez les adultes. Il y a des adultes, et souvent les leaders ont une grosse proportion dans le contrôle. Certains ont une grosse proportion dans la protection, qui est plutôt l'intellect, et nos grandes écoles savent très bien fabriquer des gens qui sont très forts là-dedans. Et puis certains sont dans le lien, la conformité, l'envie de faire plaisir. Et ce sont des forces, c'est-à-dire c'est la force de la volonté ici, la force de l'intellect ou la force du cœur, mais qui s'exerce de manière réactive. Et donc que les individus n'ont pas vraiment la capacité de contrôler totalement. C'est plus des forces qui les contrôlent qu'eux-mêmes sont capables d'utiliser à bon escient. Et les études que je vous en présenterai peut-être montrent qu'il y a une limite à ça. C'est-à-dire que quand je suis dans cette zone-là, je suis un peu en pilote automatique sur mes forces, mais si le monde devient un peu turbulent, comme dans un avion, il faut être capable de débrancher le pilote automatique, sinon je ne serai pas capable de répondre de manière ajustée. Et donc c'est la partie leadership réactif. La partie leadership créatif, il y a 5 dimensions qui ont été identifiées depuis longtemps en fait sur qu'est-ce qui fait qu'un bon leader est un bon leader. Donc il y a effectivement la notion de performance, la notion d'être capable de penser système, donc d'avoir une vue plus large que mon simple univers, d'être capable de, de- de- de chercher des solutions qui vont impliquer plusieurs parties du système et de penser plus globalement. Il y a quelque chose autour de l'authenticité, d'être d'avoir une forme de candeur, d'ouverture, de capacité à dire la vérité, même si elle est difficile, d'être congruent entre ce que je dis et ce que je fais, et que ça se voit, et que ça se sente, et qui donne envie de suivre la personne. Euh, une porte d'entrée dans tout ça, c'est la conscience de soi, parce qu'en fait, c'est très difficile d'atteindre des compétences élevées dans ces domaines sans avoir être aller voir à l'intérieur, avoir une conscience de soi-même, et puis qui est capable aussi de construire des vraies relations, des relations puissantes, des relations qui donnent envie aux autres de travailler avec. Et vous voyez que relation et conformité sont du même côté, parce que les deux sont liés au cœur. Mais la conformité, quand je suis dans un mode réactif, certes, la relation est importante pour moi, mais parce que j'ai peur de perdre la relation. Non pas parce qu'elle est intrinsèquement bonne. Idem, le contrôle est du côté de la performance. Et la différence entre le bas et le haut est essentiellement une différence d'intention. Quand je suis en bas, soit je n'ai aucune intention, je suis en mode automatique, soit mon intention est de me préserver et de résoudre les problèmes. Quand je suis en haut, je suis beaucoup plus intentionnel. Mon intention, c'est d'accomplir quelque chose. Par exemple, à l'instant précis, moi, j'essaie d'être intentionnel en ce sens que en partageant ce modèle, je me dis peut-être un certain nombre d'entre vous seront suffisamment intéressés pour vous en emparer et vous-même avoir un impact sur le monde. Donc, l'idée, c'est plus de se connecter à ce qui est important quand on est en haut, plutôt que de chercher à éviter les ennuis. Je serais dans le mode réactif si je me disais, oh là là, est-ce que vous allez m'aimer? Ou oh là là, est-ce que c'est vraiment parfait ce que je fais dans le contrôle? Ou oh là là, est-ce que ce que je dis est suffisamment intelligent pour que... Voilà. Donc, l'intention ou la raison qui est derrière ce qu'on fait à chaque moment détermine aussi l'impact que les choses ont. Donc voilà le modèle du cercle. Et ce modèle du cercle va donc fondamentalement est lié sur l'idée qu'il y a deux systèmes d'exploitation. Un système créatif orienté vers un but qui a de la valeur pour moi à atteindre, un système réactif qui est plus orienté vers le fait d'assurer ma sécurité. Et que ma manière de donner sens au monde va dépendre de là où je suis. Un peu comme un véhicule hybride, d'une certaine manière. Si je suis en haut, je fonctionne d'une certaine manière. Si je suis en bas, je fonctionne d'une autre manière. Et il y a deux moteurs différents à l'intérieur de moi qui peuvent fonctionner. Euh, et la manière dont on donne au monde suivant le système qui est en train d'être actif va être différent. Mes capacités d'action vont être différentes. Si je suis en mode créatif, je vais pouvoir accueillir des feedbacks, je vais pouvoir accueillir des idées.
Alors que si je me protège, je protège, je veux avoir raison absolument, j'en serai moins capable, je défendrai mes idées. Il y aura moins de valeur qui sera créée globalement dans les interactions que je pourrai créer avec le monde. Une manière de représenter ça, c'est l'idée qu'il y a il y a des boucles différentes. Quand je suis dans le mode réactif, je réagis au problème, j'essaie de le faire disparaître, et ça crée des boucles genre que tous ceux d'entre nous qui ont essayé de faire un régime connaissent. Je suis trop gros, donc je vais agir, parce que c'est pas possible. Donc je fais un régime, donc je maigris, mais je suis plus si gros que ça, donc je peux changer, et donc je grossis à nouveau. C'est vrai du poids, mais c'est vrai de beaucoup de comportements en société aussi. Je pourrais vous donner des exemples en société, mais en gros, je m'autorégule entre deux bornes. Quand je suis dans le mode créatif, c'est plus un résultat qui est un attracteur pour moi, qui entraîne une manière de répondre au monde différente, qui entraîne des comportements et qui fait que le schéma correspondra plus à une boucle générative. Ça va pas aller jusqu'au ciel, mais au bout du compte, il y a quelque chose qui croît. Et ce qui croît, c'est non seulement mes résultats, mais c'est aussi mon identité. Quand je suis à gauche, il y a une forme d'anxiété que je cherche à maîtriser, et mon identité, elle est emprisonnée entre les deux bornes. Quand je suis à droite, eh bien, mon identité, elle évolue. Un exemple que j'ai qui est un peu hors business, mais quand j'ai arrêté de fumer, j'étais clairement à gauche. J'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais, parce que puisque j'arrivais à arrêter et qu'il n'y avait plus de danger, je pouvais reprendre. Et mon identité, je me sentais fumeur. Et puis un jour, j'ai lu un livre qui a changé le narratif autour du tabac, qui s'appelait La méthode simple pour arrêter de fumer. Ça a changé ma perspective et je me suis retrouvé dans le mode de droite, et mon identité a changé. Donc voilà le genre de shift qui peut se produire quand on accompagne nos clients autour de thèmes business. Et la manière dont on va représenter, dont on va utiliser ce cercle, c'est à travers donc un 360 où les différentes valeurs mesurées par la personne et par les autres seront représentées à l'intérieur de ce cercle. Et je vous fais un cadeau à nouveau d'un tout petit peu de silence ou de place pour que vous ayez le- la, la possibilité de commenter, de poser des questions ou de juste de respirer. Donc, développement d'adulte, ces deux étapes clés, ces deux modes et un outil ou un modèle qui permet d'aller essayer d'évaluer où je suis par rapport à ces deux modes dans la vie professionnelle et dans mon contexte donné. Un 360, c'est toujours contextuel, c'est lié à un moment donné, mais il y a des choses qui sont un petit peu structurelles qui vont apparaître quand même dedans.